Excellente soirée dominicale et bienvenue à cette grande édition du Journal Magazine. Le pape François a ce dimanche exprimé sa profonde déception après le report déjà confirmé par ce service de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan pour des raisons évidentes de santé. Vous suivrez le message du souverain pontife dans ce journal. L'élection de la République démocratique du Congo à la vice-présidence de l'Organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement a fait la une de l'actualité cette semaine. Nous serons dans ce journal dans les murs de l'OPDAD pour en savoir davantage sur cette organisation. Et comme tout le dimanche, vous aurez droit aux pages rétrospectives de la semaine. Ce sera dans la seconde partie de ce journal. On démarre donc avec l'actualité de dernière minute. Report de la visite papale en République démocratique du Congo. Les Congolais ne sont pas les seuls à être déçus. Le souverain pontife lui-même a exprimé ce regret. Le pape François a même présenté des excuses ce dimanche au peuple congolais. Je vous propose de l'écouter. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chères, avec grande douleur à cause de mes problèmes aux genoux. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour qu'avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, le pape ne viendra pas comme convenu, en tout cas pas pour l'instant. Le couple royal belge lui poursuit son périple congolais. Le roi Philippe et la reine de Belge Mathilde étaient ce dimanche à Bukavu. Dernière étape de leur visite officielle, une étape marquée par la visite de l'hôpital général de référence de Panzi et la fondation du docteur Mukwege, deux grandes formations médicales qui s'occupent de la prise en charge holistique des femmes et filles victimes de violences sexuelles. David Ekabani, Kazo Kazadi, John Kazadi et Pierre Kibambe nous proposent ce reportage. De baptiser Coster-Mansville à l'époque coloniale, Bukavu sur la rive sud-ouest du lac Kivu est la dernière étape de la visite officielle du couple royal belge en République démocratique du Congo, visite entamée depuis mardi 7 juin 2022 par Kinshasa, la capitale. C'est autour des 10 heures, heure locale, que le roi Philippe, Léopold Louis-Marie et la reine Mathilde sont arrivés dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Ils ont été salués à leur descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le Premier ministre Sama Lukonde, le gouverneur du Sud Kivu Théo Ngwabidje et quelques officiels, parmi lesquels les ministres accompagnant le chef du gouvernement dans la tournée du roi des Belges. Aussitôt arrivé, le couple royal belge a commencé sa visite de la ville par l'hôpital général de référence de Panzi. Sur place, les deux drapeaux congolais et belges flottaient depuis tôt le matin, annonçant déjà la visite officielle des hôtes de marque de la Belgique. L'hôpital de Panzi, cette grande formation médicale spécialisée dans le traitement des survivantes de la violence, en grande majorité des victimes d'abus sexuels, a attiré l'attention du couple royal belge venu toucher du doigt les souffrances des femmes congolaises victimes de guerre à répétition dans l'est de la RDC. À l'hôpital général de référence de Panzi, le roi belge et la reine Mathilde ont été accueillis par les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et les personnels soignants, médecins et infirmiers de l'hôpital. La présence du couple royal a coïncidé avec l'inauguration officielle du nouveau bloc opératoire de l'hôpital de Panzi. Vint enfin le moment tant attendu, la rencontre des femmes victimes des violences sexuelles internées et prises en charge par l'hôpital avec le couple royal belge venu les écouter et s'entretenir avec elles. La reine Mathilde s'est déclarée très touchée par les témoignages et doléances de celles qu'elle a appelées femmes d'exception et est promis de porter haut leur voix aussi bien en RDC
qu'en dehors des frontières du pays. Le roi et moi, nous sommes vraiment extrêmement touchés d'être ici parmi vous. Nous avons rencontré le professeur Mukwege à plusieurs reprises et nous lui avons promis que nous viendrions un jour vous rencontrer ici sur place à Bukavu. Nous sommes sans voix en écoutant les témoignages que nous venons d'entendre de femmes qui ont été blessées au plus profond d'elles-mêmes. Et nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force, votre courage et votre dignité pour faire face à ces traumatismes les plus épouvantables. Et vous pouvez être assurés que le roi et moi, nous serons votre voix pour vous, ici au Congo et au-delà des frontières. Créé en 1999, l'hôpital général de référence de Panzi dans la zone de santé d'Ibanda fonctionne avec 408 agents, dont 52% de femmes, 58 médecins et 117 infirmiers. Il se veut un hôpital d'excellence favorisant la santé pour tous, doté d'un centre de formation compétitif en Afrique centrale. Après l'hôpital général de Panzi, le couple royal s'est rendu à la fondation du docteur Denis Mukwege. À Panzi comme à la fondation, on utilise pour le traitement des patients 4 piliers visant à répondre à tous les besoins des victimes de violences sexuelles, des femmes victimes des traumatismes gynécologiques complexes et des populations vulnérables du Sud Kivu. L'on crée un espace propice à la guérison, favorisant non seulement la guérison physique des femmes, mais aussi leur rétablissement émotionnel, les aidant à reconstruire leurs moyens de subsistance et en contribuant à la restauration durable et à long terme de leur communauté. Voilà qui a suscité les félicitations et les encouragements du couple royal belge, tout en saluant sa visite officielle à Bukavu, au Sud Kivu, en cette période où l'Est de la RDC est en proie à des attaques à répétition des groupes armés et à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Le prix Nobel de la paix a indiqué que la RDC attend de la Belgique un plaidoyer auprès de l'Union européenne afin que cesse cette agression et que les auteurs des tueries et autres exactions dans l'Est du pays ne demeurent pas impunis. Et après Bukavu, le couple royal belge a regagné Lubumbashi en fin de journée. Lubumbashi où justement le roi Philippe et la reine ont visité hier le projet forêt communautaire dans le village Katanga, un projet initié par le gouvernement de la République et financé par le Royaume de Belgique pour la protection de l'environnement et l'exploitation durable des forêts. Guilain Kabalundi, explication. C'est à plus de 80 km de Lubumbashi, précisément dans le village Katanga, que le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus ce samedi pour visiter le projet forêt communautaire. Un projet initié par le gouvernement de la République et accompagné par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avec le financement du Royaume de Belgique. L'idée est d'encadrer les paysans de ce village afin qu'ils deviennent acteurs de la protection et d'une exploitation durable de forêts et des ressources qu'elles contiennent. Honoré par cette visite royale, une première dans ce groupement, le représentant de la chef de ce village historique qui a donné son nom à la province, tout en retraçant l'histoire riche de cette entité, a fait un état des lieux du village dont l'exploitation minière ainsi que les déboisements sont non seulement venus à endommager l'écosystème et perturber la biodiversité, mais aussi et surtout ont appauvri le sol et causé les changements climatiques qui affectent négativement le rendement des activités agricoles. Et pour apporter des solutions à ces menaces, la FAO, par la voix de son représentant, propose notamment le développement des systèmes durables de gestion des forêts avec comme point d'ancrage le processus de foresterie communautaire en cours en République démocratique du Congo. Une scénette qui retrace ce processus de foresterie a été présentée séance tenante. Dans son adresse aux habitants de ce village, le roi Philippe a salué les efforts menés par les autochtones dans la lutte contre le changement climatique pour la protection de leur contrée. Votre contribution à la lutte contre le changement climatique doit tous nous inspirer. La Belgique
vous remercie et vous félicite pour vos efforts. Je tiens aussi à saluer l'audace des chefs coutumiers qui ont accepté de se lancer dans cette expérience. Ils ont permis de sanctuariser les forêts situées sur leur terre. Les résultats obtenus ici, à Katanga, prouvent qu'ils avaient raison. Avant de retourner à Lubumbashi, le couple royal a visité un stand qui présente les différents produits forestiers produits directement dans ces concessions de forêt des communautés locales. Et on reste un moment à Lubumbashi, dans le Katanga, où le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement et son collègue belge se sont entretenus avec les médias belges avant de tenir un point de presse avec une crème de la presse locale. Des regrets et pas d'excuses, ces officiels ont donné de précisions sur le choix sémantique du roi belge dans son discours du Palais du Peuple. Oscar Mbalkaïj. Du ministre congolais de la communication et des médias Patrick Mouyaya, le secrétaire d'État belge pour la relance et l'investissement stratégique, ainsi que des journalistes belges qui sont dans la suite du couple royal de Belge. Au-delà du partage d'expériences, les deux parties ont échangé sur les relations de coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et la RDC, surtout dans les secteurs de médias. Juste après, les deux hommes d'État se sont confiés à la presse. À la question de savoir pourquoi le roi Philippe, au-delà des regrets qu'il a exprimés sur le passé lourd entre son pays et la RDC, n'a-t-il pas présenté des excuses au peuple congolais? Thomas Dermine précise. Mais je pense que on est sur une différence sémantique qui est effectivement importante. Et pour moi, la notion de regret est aussi extrêmement puissante puisqu'elle implique le fait finalement de dire effectivement dans le contexte qui n'est pas le mien, je reconnais que ce n'est absolument injuste, raciste, inégal et je n'aurais pas fait la même chose que mes ancêtres, qui est très très lourd. Pour le ministre congolais des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, des progrès diplomatiques notables ont été réalisés et des rapports solides consolidés entre les deux États. Sur base des efforts qui sont faits pour mieux entretenir la mémoire ou les souvenirs communs que nous avons, mais c'est aussi de scruter l'avenir ensemble parce que la Belgique a un rôle central en Europe, c'est le siège de l'Europe, c'est les cœurs de l'Europe, nous sommes le cœur de l'Afrique et avoir des rapports forts, solides entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, c'est aussi une autre manière de relancer de meilleure manière la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Les Royaumes de Belgique et la RDC repartent sur de nouvelles bases dans cette coopération bilatérale d'amitié fraternelle pour un avenir radieux entre les deux peuples. Un point de presse que vous suivrez en intégralité juste après ce journal. Il fallait bien s'y attendre. La République démocratique du Congo a réagi sur les accusations du Rwanda sur de prétendues roquettes lancées par les FARDC vers ce pays qui soutient les M23. Dans un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo somme une fois de plus le Rwanda à cesser son soutien à ce groupe rebelle. Doris Mozo nous fait découvrir les grandes lignes de ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec indignation de la teneur de la note verbale du 10 juin 2022 du gouvernement de la République du Rwanda par laquelle ce dernier accuse les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, d'avoir lancé le 10 juin des roquettes sur les territoires rwandais. Il accuse en outre de hauts responsables gouvernementaux et membres des organes de sécurité congolais d'inciter la population à commettre des actes de violence contre le Rwanda et les personnes parlant le Kinyarwanda en général. Le ministère des Affaires étrangères rejette en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre la République démocratique du Congo et leur soutien au M23.
Le ministère rappelle la teneur de la communication officielle des Forces armées de la République démocratique du Congo en date du 10 juin 2022, par laquelle les Forces armées de la République démocratique du Congo ont informé l'opinion nationale et internationale de ce que depuis 16h15 du vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur les territoires de la République démocratique du Congo, plus précisément à Biruma et à Kabaya en territoire de Rutshuru, détruisant l'Institut Gilbert, y tuant 2 enfants âgés de 6 ans et 7 ans respectivement et blessant un 3e. En plus du bilan humain, le bombardement de toute une école constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour de Tchanzu et de Runyoni par les forces de défense du Rwanda, RDF. Le gouvernement de la République démocratique du Congo somme le gouvernement de la République du Rwanda, d'une part, de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo et de la région, et d'autre part, d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, le président João Lourenço, à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance. Fait à Kinshasa le 11 juin 2022, Christophe Lutundula Apala-Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et pendant ce temps, plusieurs agents et cadres de l'administration publique de la province du Kasaï ont obtenu l'assurance de leur sécurité sociale. Ce fonctionnaire ont reçu leur carte de cotisation de la SNSAP de main du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho. Séjournant à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation des agents publics de l'État à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, SNSAP. Les premiers récipiendaires ont bénéficié de leur carte après avoir rempli toutes les formalités d'usage. Ce processus qui débouche par l'octroi d'une carte de sécurité sociale offre à l'immatriculé une identité unique au sein de cette caisse et permet ainsi de rattraper ses dus en faveur de cotisants que d'ores et déjà vous êtes. Conviés à cette réunion, les chefs des divisions et chefs des bureaux ont reçu des directives de la part du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a martelé sur les combats qu'il mène pour lutter contre toute forme de disparité et de dysfonctionnement au sein de l'administration publique. L'idée au chef de l'État et au Premier ministre de l'organisation d'un forum qui sera consacré à la réforme de la politique salariale, pour que nous puissions avoir dans notre pays une politique salariale qui soit porteuse de plus d'équité, de plus de justice sociale et de plus d'égalité entre administrations, entre agents, mais aussi entre ceux œuvrant à Kinshasa et ceux œuvrant en province. Il n'est plus question de faire des différences entre les agents publics de Kinshasa et les agents publics de province. Ce sont des Congolais, ce sont des fonctionnaires congolais à compétences et à attributions égales. D'abord, moi-même, j'ai dit que c'est un prophète. Parce que tout ce qu'il a dit, c'était les soucis que nous avions. Je lis dans le chef du VPM les soucis de changer positivement les choses. Si vous êtes un agent de la fonction publique, à la fin carrière, vous aurez vraiment votre retraite honorable. C'est ainsi que je suis vraiment très content. Pilotée par le patron de la fonction publique, la réforme de l'administration publique est en marche selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le redressement et la modernisation de la fonction publique, cela sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement, Samalou Kondé.
C'est une certitude, les travaux de viabilisation de la zone économique spéciale évoluent comme il se devait. Quelques membres du gouvernement étaient sur le site à Maluku et confirment cette bonne marche. Les titres des cadres et indemnisation des expropriés sont déjà mis à disposition, a annoncé Rose Mutombo, ministre d'État à la Justice. C'est Joseph Oscar Mbalkaïch pour le reportage. Des autres démarques dans la zone économique spéciale des Maluku. La ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, celui de l'industrie Julien Paluku Kaongia et des affaires foncières pour constater l'évolution des travaux d'aménagement de ces sites où des entreprises manifestent leur intérêt de développer leurs activités, à l'instar de Pepsi, d'une usine de fabrication des matériaux de construction et d'une autre qui s'occupe des produits pharmaceutiques. Beaucoup d'autres entreprises s'annoncent pour occuper des espaces dans cette partie de la République. Sur 192 occupants du site, 188 ont été expropriés. Il ne reste qu'à régler le problème des 4 occupants. Pour les ministres de l'Industrie, Julien Paluku, l'État congolais s'engage à payer 2 occupants pour assurer les investisseurs afin qu'il y ait 0 conflit foncier. Après le briefing de Julien Paluku Kaongia sur l'évolution des travaux sur le site, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a salué la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était important qu'on descende sur terrain pour apprécier et voir dans quelle mesure on doit se retrouver autour de la table, le ministre sectoriel, pour que ce processus puisse aller plus vite de l'avant, surtout échanger avec notre collègue de finances, puisqu'on doit effectivement désintéresser les expropriés, puisque c'est dans leurs droits. 0 conflit foncier sur les sites de la zone économique spéciale des Maluku. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, a annoncé la numérisation par les services des cadastres pour assurer les investisseurs. À la fin de la visite, la ministre d'État a exhorté les ouvriers congolais qui sont sur les chantiers à user de patience sur la question de leur rémunération. La question sera résolue dans un bref délai. La ville de Kinshasa était cette semaine en effervescence avec le séjour du roi de Belgique et sa reine. Le président de la République, qui l'a accueilli à sa descente d'avion, l'a également accompagné dans plusieurs de ses déplacements à Kinshasa où se tenaient des activités historiques comme celle du Palais du Peuple au cours de laquelle le roi Philippe a exprimé ce regret pour les blessures du passé colonial. Pierre Kibambeso Moïsa nous résume dans ce document ce qu'a été la semaine du président. Kinshasa a été mobilisé le mardi 7 juin 2022 pour réserver un accueil très chaleureux au couple royal belge en visite officielle en République démocratique du Congo. Le roi Philippe, Léopold, Louis-Marie et la reine Mathilde ont été salués par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au pied de l'avion à l'aéroport international d'Ndjili où l'on a noté la présence de plusieurs officiels. En l'occurrence, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. De l'aéroport jusqu'au centre-ville, les Quinoises et Quinois se sont massés le long des principales artères pour ovationner le roi des Belges et la reine Mathilde qui effectuait une première visite officielle dans la capitale. Au deuxième jour de sa visite officielle à Kinshasa, le roi Philippe de Belgique a été reçu au Palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une rencontre au cours de laquelle les 2 hautes personnalités ont exprimé leur volonté commune de construire l'avenir en synergie parfaite et de regarder dans la même direction. Au cours du point de presse animé à l'issue de cette entrevue, le président de la République a relevé l'importance de redynamiser les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique, son ancienne métropole, qui se trouve être la porte d'entrée de l'Europe politique, diplomatique et des affaires.
Au nombre de priorités dont la RDC attend l'accompagnement de la Belgique dans le cadre d'une coopération belgo-congolaise, le chef de l'État a cité notamment les domaines de l'éducation, la santé, les infrastructures, les assurances, les banques et surtout le domaine de la stabilité du pays. Intervenant à son tour, le Premier ministre belge Alexander De Croo a circonscrit la visite du couple royal belge à RDC dans le cadre, outre du regard apporté sur le passé, surtout de tirer les enseignements susceptibles d'entrevoir l'avenir avec optimisme. Il a promis l'accompagnement de Bruxelles dans différentes réformes initiées par le gouvernement de la RDC, notamment la lutte contre la corruption, la réforme du système judiciaire et plusieurs autres réformes en cours. La première dame Denise Nyakero Tshisekedi et la reine Mathilde ont marqué de leur présence la cérémonie du Palais de la Nation. Elles ont aussi accompagné leurs époux au Palais du Peuple, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi Philippe se sont prononcés dans leur discours devant les députés et sénateurs réunis en congrès en faveur de l'écriture d'une nouvelle page des relations belgo-congolaises. Le souverain belge a réaffirmé ses profonds regrets face aux souffrances des Congolais endurées pendant la période coloniale, qui a néanmoins laissé un héritage ayant ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que partage la Belgique, a rassuré le roi Philippe, qui s'est dit préoccupé de l'instabilité qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC. Il a assuré que le soutien de la Belgique, quant à ce, est acquis. Dans son mot de bienvenue, le président de la République a salué la visite du roi Philippe à RDC, une visite symbolique et historique. Le chef de l'État a rappelé les efforts constants fournis à travers l'histoire par la RDC et la Belgique pour consolider leurs relations privilégiées et historiques mues par un objectif commun d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales. Par ailleurs, le caporal Albert Kounyoukou, âgé de 100 ans actuellement, a été décoré par Sa Majesté le roi Philippe au rond-point du croisement des avenues Gambela, Force publique, place mémoriale ancien combattant. Albert Kounyoukou Ngoma, ancien combattant de la force publique, a combattu lors de la guerre de 1940-1945. Il est le seul Congolais vivant témoin de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un agenda de travail très fourni pour le couple royal à Kinshasa. Le président de la République et le couple royal belge ont été reçus à l'Académie des Beaux-Arts où a été organisée une table ronde d'échange de femmes de la société civile congolaise, une initiative procédant de la volonté de la gente féminine congolaise de rapprocher ses hôtes de marque aux actrices de terrain qui côtoient les femmes de toutes les couches sociales afin de leur permettre de se forger une solide conviction sur leurs réelles attentes. Pour les organisatrices de la table ronde, ces échanges ont eu pour but de créer un espace de dialogue sur les questions du genre en République démocratique du Congo. Elles ont remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les avancées significatives obtenues dans la promotion du genre en RDC. Le roi Philippe et la reine Mathilde étaient aussi au musée national où le couple royal belge a remis un masque congolais spolié à l'époque coloniale. Un geste symbolique qui, au-delà de l'acte, pose les jalons d'une nouvelle dynamique dans la collaboration entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il a reçu des hommages dignes de son élogieuse carrière. Le journaliste Ilunga Mwanaboute a été inhumé à Kinshasa cette même semaine. Vatican a annoncé, vous le savez, le report du voyage du pape en République démocratique du Congo et au Soudan pour des raisons de santé. Vous avez également suivi sur nos antennes la soutenance d'une thèse qui démontre que les professionnels du sexe sont exposés à la transmission du VIH-Sida. Bien avant d'entamer la nouvelle semaine, Françoise Bouela-Boaki revient sur l'actualité de ces derniers jours. Comme un coup près, pour des raisons de santé,
Sa sainteté, le pape François reporte son voyage vers la République démocratique du Congo. 3 communiqués avec des temps similaires pour confirmer l'information annoncée par le Vatican. Le message du nonce apostolique, celui de la SENCO et la communication du porte-parole du gouvernement ministre de la Communication. Pendant ce temps, le couple royal belge, Philippe et Mathilde, en visite officielle en RDC, a occupé l'actualité cette semaine. À l'étape de Kinshasa, mis à part les rencontres officielles, l'entrepreneuriat féminin a été honoré au Beach Ngobila. Avec des achats des pagnes, les hôtes étaient accompagnés de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le séjour s'est prolongé à Lubumbashi avec des manifestations dans l'amphithéâtre de l'Unilou. Réajustement du prix du carburant à la pompe, cette augmentation est consécutive au choc exogène. Et pour moins faire souffrir la bourse, le gouvernement maintient la subvention de près de 2500 francs congolais sur chaque litre qui devait se vendre à plus de 4500 francs. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a fait le point à la presse. Énergie dans le Congo profond, des pylônes électriques sont déjà installés pour les lignes Kikwit et Idiofa dans le projet Kakobola. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moinzé a procédé à l'inspection des travaux tout en déplorant l'état des routes secondaires. 80% du matériel stocké aux entrepôts de Kikwit. Des assurances ont été données à la population de ce coin du pays sur la finalisation des travaux avant la fin de l'année en cours. Les nouvelles du front, le général Célestin Mbala à Kibumba, le chef d'état-major général des FARDC, a exprimé sa compassion à la population et a procédé à la remise des vivres pour des vulnérables, de l'huile, de la farine et des médicaments essentiellement. Des assurances ont été données sur la détermination du commandant suprême de ramener la paix. Des réformes engagées au sein de l'administration publique pour sa modernisation. La mission du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a atteint l'étape du Kasaï oriental. Objectif, procéder au lancement du processus d'identification biométrique des agents publics pour qui des efforts sont faits pour l'amélioration des conditions salariales et de mise à la retraite à la SENSAP. Un travail scientifique a démontré que les professionnels du sexe sont des populations à risque et constituent un relais dans la transmission du VIH. La thèse du désormais professeur Godefroy Moussema est intitulée « Épidémiologie moléculaire et résistance des souches de VIH isolées chez les professionnels de sexe en RDC » a été défendue à l'université de Kinshasa. Le résumé de la semaine s'éteint avec la disparition d'une grande figure de la télévision nationale sous Télé-Zahir. Le journaliste culturel de référence Ilunga Mwana Butewa Mutombo, adulé pour son talent, est passé de vie à trépas. Avant la mise en terre, ses collègues, la direction de la maison et ses proches lui ont rendu des hommages dans l'enceinte de la RTNC. Émotion et souvenir que cette mort ne saura effacer. L'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement, OBDAD, a, vous le savez certainement, un nouveau leadership depuis quelques jours avec une présidence attribuée à la Namibie et une vice-présidence à la République démocratique du Congo. Quel est le rôle de ce comité directeur et comment la RDC a-t-elle rejoint cette organisation? Les réponses à ces questions dans ce document. À Brazzaville, les Premières Dames membres de l'OBDAD ont le 9 juin dernier installé après élection un nouveau comité directeur, présidente et vice-présidente pour un mandat de 2 ans. Madame Monica Jingos, première dame de la Namibie, et la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi de la République démocratique du Congo vont désormais guider les débats et actions à entreprendre par l'organisation. Le comité directeur de l'OBDAD est chargé de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale, lui soumettre de recommandations ou de propositions, donner de directives au secrétariat et surveiller son fonctionnement. Cette 26e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement coïncide avec le 20e anniversaire de formation de cette organisation. Pour la petite histoire, l'OBDAD trouve ses racines dans l'Organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, fondée en 2002 par 37 Premières Dames africaines. Au départ,
L'objectif de l'OPDAS était de sensibiliser et mobiliser les ressources pour contribuer au renforcement du leadership dans la lutte contre cette pandémie. Au fil des ans, l'organisation a évolué et changé son nom en Organisation de Premières Dames africaines pour le développement OPDAD en reconnaissance aux projets divers et fructueux entrepris par les Premières Dames d'Afrique sur les continents. Un engagement qui a contribué efficacement à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par le plaidoyer visant la mobilisation de partenaires stratégiques à l'instar de l'UNFPA, l'UNICEF ou encore l'OMS. Après 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique, l'OPDAD a été une source d'inspiration pour les premières dames d'autres continents, comme celles de Caraïbes, qui ont formé à leur tour le réseau d'action de conjoints de dirigeants de la CARICOM qui travaillent pour la santé et le bien-être des femmes, des adolescents et des enfants dans les Caraïbes. La République démocratique du Congo n'a, elle, rejoint l'organisation qu'en 2019 avec la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a mesuré l'importance pour la RDC d'élever son leadership au niveau continental pour le bien-être de ses populations. La présidence de l'organisation revenant cette année à la sous-région Ouest, la République démocratique du Congo a cette année postulé et réussi à se faire élire à la vice-présidence pour le compte de la sous-région Centre. Il est désormais possible pour tout citoyen congolais d'obtenir des explications sur la CENI, sur tout ce qui concerne le processus électoral. Quelques ressortissants de DKC ont sollicité et obtenu une séance de travail avec le deuxième vice-président sur des contestations observées après publication de listes pour la formation dans ce coin du pays. Tétis Samba, explication. Rencontre entre le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, avec une délégation des ressortissants du territoire de Dekessi dans la province du Kasaï, a eu lieu ce vendredi 10 juin 2022 au siège de la centrale électorale. Il était question pour eux d'avoir des explications claires et nettes concernant les contestations observées dans leur territoire après la publication de la liste des préposés retenus pour la formation. Nous sommes venus voir les autorités pour leur dire que non, Dekessi n'est pas concerné sur tout ça et nous voudrions que nous allons aux élections parce que les traits a déjà avancé, nous ne voulons pas rester. Et puis nous demandons aux autorités que non, les formateurs, les délégués formateurs et les missionnaires rentrent à Dekessi pour continuer avec le processus électoral. Nous voulons la paix et nous aurons les élections. Nous sommes très satisfaits parce que la CENI ne doit pas céder à tout ça. La CENI, c'est un organe indépendant. Quelqu'un ne peut pas mettre la main et puis la CENI obtempère à cela. Nous sommes très satisfaits avec ce que nous avons eu comme réponse. Emmanuel Banjo Josko, qui a conduit la délégation, a conclu que le territoire de Dekessi veut la paix, les élections et ne voudra pas qu'une main noire des politiques soit à l'origine de l'insécurité des agents de la CENI dans ce territoire. C'est un geste louable posé ce week-end par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a doté quelques écoles de la capitale de bancs pupitres et remis quelques enveloppes aux lauréats de l'examen d'État. Regardez ce reportage. Le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom et président de l'ESBEL Banakin, s'est résolu à récompenser les lauréats de l'examen d'État et des dotés en bancs des écoles de la ville de Kinshasa. Il a remis une enveloppe à Ngilo Biasunge Sanders, lauréat de l'édition de l'examen d'État 2020-2021 du collège Saint-Étienne situé dans la commune de Limete. Dans la même perspective et s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Godard Motemona a remis des bancs aux élèves du collège Saint-Étienne. Une manière pour lui d'apporter sa pierre au succès de la gratuité de l'enseignement et de préciser que la prime des lauréats vise à favoriser l'émulation dans les chefs des élèves. Les préfets des études, les promoteurs et les élèves ont salué le geste posé par Godard Motemona. Ce geste hautement louable et apprécié à sa plus haute valeur loue votre sens social élevé. Je voudrais non seulement vous remercier sincèrement
parce que vous avez témoigné un geste d'amour. En tout cas, vous venez de faire le premier pas. C'est une grande fierté pour moi d'être honoré aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Ministre. Je le remercie de ces gestes. Ça va booster aussi les niveaux des élèves qui me suivent. J'ai été très touchée par ces gestes parce que c'est vraiment rare, au fait, dans notre moment ici, qu'un ministre puisse venir et donner des dons. Plus de dons pour encore encourager ceux-là qui se battent pour avoir plus de pourcentage. Nous tenons à remercier le vice-ministre pour les dons de ces bons. Et nous souhaitons le revoir encore une fois de plus. Notez que plusieurs écoles de Kinshasa ont bénéficié de ce même don, notamment Institut 1 et 2 Lumumba, Collège au Saint-André, Saint-Kizito, Institut Madrondel et tant d'autres. Fraude et évasion fiscale, comment freiner l'élan inquiétant de ce fléau? Un spécialiste du domaine propose aux acteurs publics du secteur la cohésion dans le partage d'informations. Corruption, la fraude et l'évasion fiscale font perdre à l'État environ 70% des recettes minières. C'est en vue de maximiser les recettes publiques et ainsi accroître les budgets de l'État que le professeur Juvendela, mandataire en mine de son État, propose ce qui suit. Eh bien, l'activité minière, la fraude et l'évasion fiscale, c'est la même chose. Il faut diagnostiquer, comprendre comment ça marche et ensuite, il faut appliquer les remèdes. Les remèdes peuvent être appliqués tout simplement par les acteurs qui existent, qui sont censés faire ce travail-là. On peut en citer, il y a l'IGF, il y a les CNRF, il y a la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, il y a aussi des commissions politiques qui existent et il y a l'APLC, il y a tellement des acteurs qui peuvent faire ce travail-là, mais le seul problème, c'est qu'on a remarqué, c'est qu'ils ne parlent pas entre eux, ils ne s'organisent pas pour parler, pour lutter contre ce fléau, cette fraude. S'ils arrivent à se réunir, à s'organiser, eh bien, on pourra lutter contre la fraude et maximiser les recettes publiques. Les recettes minières bien canalisées sont de nature à aider le pays à accroître son budget. Les sessions de renforcement de capacité des acteurs politiques masculins se sont clôturées à Kinshasa. Les méthodes de plaidoyer, c'est l'une de matières à exploiter pendant ce travaux. Diane Balaka a signé ce reportage. Les lampions se sont éteints ce jeudi 9 juin 2022 à l'hôtel Memling à la clôture de l'atelier sur le renforcement des capacités des acteurs politiques masculins en RDC, avec comme slogan « Les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité », initié par l'Institut national pour la démocratie et l'assistance électorale dans le cadre du projet WPP, Women Politic Participation, avec le financement de l'ambassade de Suède basée en Éthiopie, dans l'objectif d'accroître la participation de la femme dans la sphère politique. Le dernier jour a été marqué par des exposés des panélistes sur l'identification des formes de violence faites à la femme et à la jeune fille à tous les niveaux. Un autre moment fort consistait à la présentation de sketchs doublés de chants appelant à la promotion de participation des femmes à la vie politique, suivie d'une séance de partage d'expériences en présentiel et en virtuel sur le rôle de chaque acteur dans la promotion de l'intégration de la femme dans la chose publique. Les participants ont suivi avec intérêt de bonnes méthodes des plaidoyers pour un résultat positif. Plaidoyer qui se veut informatif, persuasif et actif. Le mot de remerciement de participants aux organisateurs a été lu par un autre Séléngué, Juvenal Mundobo, député national qui a clôturé ses assises de 2 jours, s'est exprimé en ces termes. Ces assises, qui ont été des assises riches en partage d'expérience, et pour que tout ne se termine pas par ici, j'ai une suggestion. La suggestion, ça serait de créer un groupe informel. Il n'est pas question de créer une bureaucratie, mais de créer un groupe informel. C'est déjà bien qu'il y ait un groupe WhatsApp des participants à ces assises, mais s'il peut y avoir un groupe informel avec 2-3 points focaux qui peuvent de temps en temps rappeler, réveiller les uns les autres, pour essayer un peu de résumer les succès enregistrés en République démocratique du Congo sur ces 2 questions importantes. La question de la promotion de la participation de la femme, la participation dans l'exercice des fonctions publiques et la question des luttes contre les violences basées sur les genres.
En politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, fustige le comportement de certains des membres de son parti qui se livrent aux diffamations contre les autorités du pays. Augustin Kabouya était face aux cadres et militants ce week-end. Alain Bikaï, reportage. Depuis son accession à la tête du parti d'Étienne Tshisekedi Moulumba Derez Mémoire, le secrétaire général Augustin Kabouya formalise les cadres de concertation et d'échange avec les gestionnaires à la base de l'IDPS. Question de rapprocher l'exécutif national, les fédérations et les organes de base. Le week-end dernier, le numéro 1 de l'IDPS était devant les présidents fédéraux et sectionnaires de Kinshasa pour une causerie morale. Dans sa communication, le secrétaire général a rappelé les troupes à l'ordre et à la loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur un ton ferme, Augustin Kabouya a fustigé les comportements de certains membres de son parti qui se livrent à la diffamation et à la dénonciation calomnieuse contre les autorités et les cadres du parti. Pour lui, tous les récidivistes seront traînés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. En bon meneur des troupes, le secrétaire général a prêché l'unité, l'amour avec recommandation de travailler ensemble pour le rayonnement du parti. C'est avant de présenter les nouveaux registres d'identification des membres. C'était aussi l'occasion pour lui d'appeler les animateurs des comités fédéraux de la ville-province Kinshasa d'enterrer la hache de guerre et les querelles intestinales qui ne profitent pas au parti. La circonstance étant encore belle, le secrétaire général a annoncé à l'assistance la nomination de certains cadres ayant répondu au profil requis pour occuper certains postes comme mandataire public. Et puisque nous parlons de l'UDPS, sachez que le corps d'élite et la commission d'organisation de la première conférence sur les défis de développement de la RDC informent aux membres conférenciers et au public que les assises initialement prévues pour ce 13 et 14 juin 2022 sont reportées à une date ultérieure et présentent leurs excuses pour ce désagrément. Jean-Tini Ngobila était à Bruxelles il y a quelques jours. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, outre les activités officielles, tenu une matinée politique pour le compte de son parti Alliance des Congolais progressistes ACP. Regardez. La coopération entre Kinshasa et Bruxelles, deux capitales étroitement liées par l'histoire commune, est au beau fixe. Voilà qui justifie les séjours de travail d'une semaine, soit du 30 mai au 6 juin 2022, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, à Bruxelles en Belgique, dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée conclu entre les deux capitales. C'était à l'initiative du ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Vervoet. Cela dans plusieurs secteurs, notamment celui des transports et de l'environnement. Avant de quitter Bruxelles pour Paris, Jean-Tini Ngobila Mbaka, en sa qualité d'autorité morale de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes et sa délégation ont échangé avec les différentes fédérations européennes de son parti politique basé en Europe. Une occasion propice pour lui d'expliquer à ses cadres et militants de la diaspora sa vision pour le développement de la ville de Kinshasa. C'est une grande vision. L'ACP est une grande vision émanant des hommes de Dieu qui nous ont demandé de créer un parti politique pour soutenir les actions du chef de l'État. En 6 mois d'existence, nous avons enregistré plus d'1 500 000 adhérents, rien que pour la ville de Kinshasa. Les dernières images de ce journal nous proviennent de la province de la Lomami. Il s'agit d'une double célébration de la création du nouveau diocèse de Tshilomba et du sacre de son tout premier évêque. Mouyal Magal est au commentaire de ce reportage. Un double événement dans la province de Lomami. La célébration de la création du nouveau diocèse de Tshilomba et le sacre du tout premier évêque, Monseigneur Sébastien Kendantumba. Cet événement majeur dans l'église catholique a été salué par des chrétiens et des observateurs venus des horizons divers. L'ordination épiscopale a été présidée par le nonce apostolique. Une vingtaine d'évêques ont concélébré l'Eucharistie à cet effet. Des institutions nationales et provinciales ont manifesté leur proximité
avec l'Église catholique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a à l'occasion remis les clés des deux jupes au nouveau pasteur pour faciliter non seulement ses déplacements, mais aussi garantir la pastorale. Le cadeau a été porté par le conseil spécial en charge de la culture, arts et questions religieuses, Théo Chilumba. Des députés nationaux ont remis à leur tour le cadeau au nouvel évêque. Chilumba compte désormais comme 9e diocèse de la province ecclésiastique de Kananga au Kasaï et 48e diocèse de la République démocratique du Congo. Avant le démembrement intervenu le 25 mars 2022, Chilumba faisait partie intégrante du diocèse de Luiza ayant comme pasteur Monseigneur Félicien Mwanamagalumbolula. C'est justement au diocèse de Luiza où le nouvel évêque venait d'exercer les fonctions de curé à la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Kalomba. Fin de ce journal magazine, vous nous avez suivis à Lubumbashi, Bukavu, Bunia, Matadi, Kinshasa, partout dans le pays ou en dehors de nos frontières. Merci de votre attention soutenue. Nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain pour un autre journal magazine avec le plaisir de savoir que vous serez encore nombreux devant vos petits écrans. L'actualité revient sur nos antennes à 23h avec Peggy Mukunda. Excellente suite au programme. RTNC, la grande édition du journal.